me prénomme Mathilde Nabias, je suis écrivaine et doctorante en théorie de l'art au LESA à l'université d'Aix-Marseille et je travaille sur le travestissement des pratiques fictionnelles dans l'art contemporain. Alors aujourd'hui, notre table ronde s'intitule Représentation du consentement, perspectives sociologiques et littéraires. Alors notre table ronde est amputée de sa partie littéraire puisque Anne Grandin n'a pas pu nous honorer de sa présence. Elle a le difficile statut de TZR et doctorante, donc voilà, elle n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. Mais de sociologie, nous allons parler. Et on s'intéressera plus particulièrement à la question des scripts sexuels, concept qui constituera notre axe de réflexion principal. On y reviendra dans un deuxième temps. Maintenant, je vais présenter nos deux sociologues. Alors, juste à ma gauche, c'est Alexia Boucherie. Vous êtes doctorante en sociologie au centre Émile Durkheim de l'université de Bordeaux, où vous poursuivez vos recherches autour de la question des pratiques et des représentations du consentement sexuel chez les Français de 18 à 25 ans dans le contexte contemporain. C'est bien ça? Et puis, votre travail de master a donné lieu à la publication d'un livre intitulé Troubles dans le consentement, publié en 2019 aux éditions François Bourrin. Alors, et puis, juste à côté, nous avons Lydia Fener, vous êtes sociologue. Vous avez soutenu votre thèse en 2019 à l'université Panthéon-Sorbonne. Et cette dernière est intitulée « Partout et nulle part, le consentement dans l'éducation à la sexualité contemporaine, une comparaison France-américaine ». Je vais maintenant vous donner la parole à toutes les deux, si vous voulez un peu préciser le cadre de vos recherches contemporaines. Et puis faire un petit point pour le public ici présent, méthodologie de travail, comment on travaille sur le consentement en sociologie, quelles sont les populations étudiées, voilà, nous poser un peu un cadre un peu plus précis. Donc bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors donc moi, je travaille par entretien. Donc là, j'ai une trentaine d'entretiens avec des personnes de 18 à 25 ans que j'ai recrutées sur Tinder. Donc j'ai créé un profil mentionnant le fait que je recherchais des personnes pour participer à ma recherche qui porte sur les pratiques du consentement. Et du coup, en fait, j'allume Tinder, je sélectionne toutes les personnes qui ont au moins une photo de profil. Enfin, je swipe à droite les personnes qui ont au moins tout un profil. Et puis, quand il y a un match, donc quand la personne m'a également validé, j'attends que la personne engage la conversation pour après lui demander si elle souhaite bien participer à ma recherche, parce qu'il y a des personnes qui essayent quand même, malgré le fait que ça soit très explicitement cadré comme étant un sujet de recherche, notamment des hommes, qui essayent quand même de voir s'il n'y a pas moyen, donc ce qui est intéressant dans une perspective de consentement. Donc là, voilà, j'ai environ une trentaine d'entretiens. Donc c'est des entretiens qui sont plutôt faits par visio, puisque Covid. J'ai une moyenne de 3 heures d'entretien. Et là, là, je suis en pleine période où je suis dans la retranscription, donc vraiment avec des données brutes. Donc j'espère que voilà, ce ne sera pas trop diffus, ma présentation. Là, le groupe de personnes que j'ai là, c'est plutôt des personnes blanches, cisgenres. En termes d'orientation sexuelle, il y a une assez bonne diversité. Et c'est plutôt des personnes qui sont globalement valides et qui sont plutôt de classe moyenne supérieure. Ouais. Tout le monde s'est positionné sur classe moyenne, mais quand on creuse un peu, c'est plutôt des personnes qui vont être issues de parents de classe un peu plus supérieure. Un contexte étudiant Pas forcément, c'est des personnes... Il y a plutôt des étudiants et étudiantes, mais il y a des personnes aussi qui sont en premier emploi ou des personnes au chômage. Voilà. On va peut-être passer la parole à Lydia.
Bonjour tout le monde. Moi, mon enquête de thèse, qui date maintenant de quelques ans, portait sur spécifiquement l'axe de l'éducation à la sexualité. J'ai enquêté auprès des éducateurs sexuels, donc les personnes intervenant en milieu scolaire, notamment au collège, mais aussi au lycée. J'ai fait une enquête comparative, donc franco-américaine, mais en particulier la région parisienne et la région new-yorkaise, pour avoir deux terrains comparables, même s'il y a énormément de différences, comme vous imaginez. Mais ma population donc d'éducateurs à la sexualité venait des milieux associatifs, donc ce qui est aujourd'hui la majorité des personnes intervenant en milieu scolaire pour l'éducation à la sexualité. Il y avait tout type d'associations religieuses, catholiques, juives. Il y avait de milieux d'associations féministes, anti-homophobes, militants, comme il y avait aussi d'associations spécialisées sur la lutte contre la sida, par exemple, ou promotion de santé sexuelle plus généralement. Voilà, donc il y avait tout un gamme à la fois politique, à la fois de spécialisation d'objectifs. Et de taille, voilà, des grandes associations comme des petites, etc. Mon enquête, du coup, en complément avec cette enquête de terrain, comportait aussi une revue de littérature, comme on fait en sociologie, donc c'est-à-dire une énorme lecture de toutes les recherches qui existent sur son sujet, moi aussi un ancrage très historique, c'est-à-dire toute une lecture et analyse du contexte historique, politique, social, etc., dans les deux terrains. Donc avec chaque fois cet aller-retour entre mes deux terrains. Aussi de comprendre le contexte dans lequel l'éducation à la sexualité en milieu scolaire est issue de son contexte historique, politique d'éducation, politique de la santé, politique de la sexualité, etc. Très bien. On aura sans doute l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, merci beaucoup à toutes les deux pour cette présentation de vos recherches. Et puis maintenant, on va avancer un peu dans cette table ronde. Et je vais vous proposer, comme matière à réflexion, en fait, la notion de script sexuel. Je ne sais pas si dans la salle vous êtes familier avec ce concept. Alors... nous, au moment de l'organisation du colloque, enfin de l'événement, on avait un peu, de manière assez instinctive, en fait, associé la question des scripts sexuels avec l'imaginaire et la fiction, sans doute à cause de la connotation cinématographique du terme script, mais sans avoir vraiment une définition précise. Alors, grâce à Lydia, j'ai pu accéder à une définition plus propre, plus sociologique, que je vais vous livrer aujourd'hui, avant de vous rendre la parole. Alors, c'est une définition qui est tirée des travaux de John Gagnon et William Simon, de leur ouvrage publié en 2009, Les scripts de la sexualité. Et alors, les scripts sexuels sont considérés comme des modèles fonctionnels qui organisent les comportements et les pratiques sexuelles et qui permettent aux individus d'interpréter les situations sexuelles et de leur apporter une signification. Alors, ces scripts sexuels, si j'ai bien compris, permettent aux informations sexuelles, les gestes, langage, comportements, d'être décodés et aussi mis en œuvre par l'acteur social. Ils sont donc au fondement de l'apprentissage et du développement sexuel d'un individu. Et cette question-là, je pense, va pas mal nous occuper aujourd'hui. Enfin voilà, en d'autres termes, les scripts sont des représentations de comportements sexuels typiques ou prévisibles et qui sont façonnés par le contexte social et culturel dans lequel ils s'inscrivent. Voilà pour une première définition. Je vais vous demander quelle est la place en fait que vous avez pu étudier dans vos travaux pour le consentement au sein des scripts sexuels, sa norme, puisqu'il est quand même question de norme, sa représentation ou son absence. Voilà,
Du coup, donc moi, oui, je travaille avec cette théorie-là. Ce que je retrouve principalement dans mes entretiens, et c'est pas nouveau, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a des enquêtes alors plutôt états-uniennes et plutôt en psychosocial, des années de début 2000, enfin dans toutes les années 2000, il y a pas mal d'enquêtes qui se sont faites sur justement les gestes du consentement, et les chercheurs et surtout les chercheuses ont rendu compte que la plupart des étudiants et étudiantes interrogés utilisaient des pratiques implicites du consentement, des gestes et des comportements implicites, c'est-à-dire donc plutôt partir sur des pratiques du consentement non verbales, non verbalisées, non explicitement communiquées. On va plutôt se baser sur la gestuelle des corps et une réciprocité en fait des embrassades, des pratiques. Et en plus de ça, il y a aussi comment dire ça, quand c'est verbalisé, les allusions, en fait, c'est le consentement, ou en tout cas l'intérêt sexuel est verbalisé de manière allusive, c'est-à-dire ça va être autour de, on l'a vu un peu hier, autour de est-ce qu'on va prendre un dernier verre, en pensant que tout le monde maîtrise ce langage qui n'est pas sexualisé, mais qui signifie du sexe. Et moi, du coup, ce qui m'intéresse énormément, c'est de comprendre en fait comment les gens ont appris que dans tel ou tel contexte, une phrase qui n'est pas sexuelle renvoie à du sexe. Donc voilà, c'est les scripts. Oui, c'est très, très, très juste ce que tu dis, Alexia. Et donc, je vais peut-être compléter avec ça, mais d'abord parler de quelque chose qui s'appelle le script traditionnel en sociologie et psychologie sociale. Et le script traditionnel est le script sexuel, du coup, dans lequel tout scénario sexuel se passe plus ou moins d'un même déroulé. Du coup, c'est un script traditionnel, donc évidemment très hétéronormatif, dans lequel les hommes et les garçons sont toujours initiateurs d'un rapport sexuel. Donc, leur consentement est donné, est fait donner, et implicite dans le fait d'initier un rapport sexuel, et dans lequel les femmes ou les filles sont ce qu'on appelle en anglais les gatekeepers, les décideurs sexuels, celles qui répondent à une demande de consentement ou une initiation sexuelle. Et donc, les recherches parlent beaucoup de ce script traditionnel comme un script qui est à la fois hérité d'une culture et d'une histoire par biais de médias, par socialisation entre pairs quand on est jeune, etc. Et à la fois vécu, donc rajouté par les expériences vraies des gens. Donc, dans ce qui concerne mes recherches sur l'éducation à la sexualité, on voit que ce script traditionnel est toujours très, très pertinent. C'est le script par excellence, c'est le script qui est perpétuellement produit et reproduit dans les discours institutionnels et officiels, mais aussi souvent dans les discours quotidiens. Du coup, il y a des implications très genrées. Donc, il faut aussi toujours garder en tête le fait que les scripts sexuels sont forcément genrés, alors que souvent, ça peut être décortiqué l'un de l'autre dans les discours officiels, dans lequel la sexualité est quelque chose de naturel, comme l'amour qui arrive comme ça, et on le ressent comme une émotion, et ça arrive juste comme ça, alors qu'en vrai, bien sûr, ce sont des constructions sociales très fortement genrées. En parallèle ou en faisant partie de ce script traditionnel, il y a quelque chose qui s'appelle dans les recherches l'hypothèse du malentendu. Et l'hypothèse du malentendu, c'est ma traduction à moi, c'est la croyance que les expériences sexuelles, surtout entre les jeunes, sont naturellement remplies de malentendus,
du genre les hommes viennent du Mars et les femmes viennent de Vénus, où on ne parle pas le même langage, on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas naturellement. Et du coup, les malentendus arrivent, on n'arrive pas à se comprendre. Et souvent, les expériences qui sont dans une zone grise, qui sont ambiguës, ambivalentes, etc., ou les expériences qui sont non désirées mais consenties, relève de ce malentendu et relève non d'un contexte de sexisme ou voilà, ou autre chose qui peuvent arriver. Et donc, cette type. Oui, pardon, excuse-moi de vous couper, mais c'était pour revenir justement à partir de cette question du malentendu sur l'implicite. En fait, j'ai l'impression que ça découle aussi beaucoup de ça. Vous en avez toutes les deux parlé, et j'aimerais bien que vous précisiez un peu ce que ça signifie en fait, comment vous pouvez le décrire en fait, cet implicite qui préside aux pratiques de consentement, et de quelle manière, voilà, peut-être Alexia si vous voulez reprendre oui, non, je vais juste dire un mot et après, en fait, pour faire le lien avec l'hypothèse du malentendu, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les recherches sur les pratiques réelles des jeunes et même des non-jeunes, on voit que la négociation sexuelle se passe de manière très, très similaire à n'importe quelle autre négociation sociale, de négocier une invitation à un dîner ou à une autre interaction sociale. Et que en fait, les gens et les jeunes maîtrisent plutôt bien cette négociation via une combinaison de codes indirects, non-verbal et verbal et direct, et voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de toujours maîtrisé ou de fait accompli, mais pourtant que cette hypothèse de malentendu dans lequel les garçons et les hommes ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe et que les filles n'arrivent pas à dire ce qu'elles veulent est en fait en décalage avec les pratiques, mais j'imagine que tu peux... Alors juste pour quand vous dites négociation, c'est un terme sociologique ou Alors négociation sexuelle, c'est une autre manière de dire consentement pour moi. Ok, d'accord, très bien. Tout ce qui se passe autour juste de... pour clarifier pour le processus. D'accord, merci. Mais, du coup, ce que je trouvais aussi très intéressant dans ce que tu disais, c'est aussi tout ce processus de naturalisation en fait, et voilà, d'essentialisation de on serait fait de manière différente, on a des processus psychiques différents, et c'est un truc qui revient vachement dans le fait de comment le consentement se perçoit. Les gens, la première réponse qu'ils et elles vont donner, c'est voilà, ça se ressent, le désir de l'autre se ressent, alors que voilà, quand on creuse, on voit bien tout ce que tu dis, toute la mise en scène qui est faite de passage d'un lieu à l'autre, de lieux stratégiques, de lieux dont la logique du script, c'est justement de mener à une relation sexuelle. Et du coup, pour moi, alors il y a deux choses. Enfin, un des rapports de pouvoir avec lesquels je suis en train de travailler dans la thèse, c'est aussi l'organisation aussi validiste de cette perception du consentement, justement où tout le monde serait à même de comprendre un script implicite. Bon, j'ai pas encore je sens qu'il y a un truc, j'ai pas encore trouvé quoi, mais je sens que, enfin voilà, il y a des choses à creuser là-dessus. Et aussi pour aller à l'encontre de cette théorie des malentendus, moi je suis plutôt partisane du fait que en fait les gens, et notamment les personnes en situation de domination dans les interactions sexuelles, donc ces personnes-là peuvent être une personne en situation de domination dans une interaction sexuelle peut être en situation de dominer dans une autre interaction sexuelle, mais mettons par exemple des hommes cis-hétéros qui globalement sont dans des relations hétérosexuelles, sont en situation de domination, ont tout intérêt à garder l'implicite, ont tout intérêt à ne pas rendre explicite les pratiques du consentement, puisque d'une part, ils ont plus de maîtrise de ce script implicite. Donc voilà, on ne va pas aller perturber un script qui marche, puisque pour eux, le but, c'est d'arriver à une interaction sexuelle. Et donc, le fait de maintenir l'implicite est un facilitateur pour arriver à l'acte sexuel. Et en plus de ça, du coup, il y a vraiment cette naturalisation de l'implicite en disant que, de toute façon, ça se sent, c'est quelque chose que collectivement, universellement, on va ressentir.
Donc, en gros, il n'y a pas besoin de l'expliciter puisque tout le monde est à même de comprendre, de savoir quand... voilà, vraiment cette idée de ça se voit quand une personne a envie, quoi. Et donc voilà, et donc c'est plus par rapport à l'intérêt, en fait. Les personnes ne reproduisent pas de manière complètement naïve les scripts, c'est qu'il y a quand même un intérêt dans les rapports de pouvoir à maintenir un script qui est favorable. Alors oui, d'accord. Je sais pas si c'était très clair. Oui, non, c'était assez clair. Je vais en profiter de ce que tu disais pour aller sur le deuxième point, la question de l'apprentissage en fait de ces scripts sexuels. Et je pense que ça permettra aussi de peut-être un peu préciser cette question de rapport de pouvoir, parce qu'il me semble que le moment de l'apprentissage se fait aussi sur des populations qui sont très jeunes, où la question de la domination n'est pas encore forcément totalement intégrée. Et voilà, j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus. Et peut-être, Lydia, si tu veux commencer sur, puisqu'il me semble que c'était quand même ton travail de thèse, sur l'apprentissage, en fait. Comment se fait cet apprentissage, cette assimilation? Où se fait-il? Où est-ce qu'on intègre, en fait, les scripts sexuels, le rapport au consentement? Et de quelle manière? Est-ce que c'est un apprentissage qui est direct, indirect? Voilà, est-ce que tu peux... Alors, je suis pas sûre de pouvoir répondre dans le sens où, bon, déjà, l'apprentissage des scripts est quelque chose qui se fait à la durée de sa vie. Et du coup, à mon avis, qui commence très très jeune justement. C'est une combinaison entre l'osmose de notre environnement culturel, historique, etc. Et à la fois de ces expériences, mais pas seulement des expériences sexuelles, mais aussi des expériences sociales, familiales, amitié, etc. Mon enquête portait vraiment sur la perspective ou les représentations des éducateurs, et donc pas des jeunes, pas des personnes en apprentissage, mais vraiment de la représentation top-down, du coup du haut en bas, en principe, alors qu'en réalité, l'éducation à la sexualité institutionnalisée n'est pas vecteur de grands messages en vrai. L'éducation à la sexualité institutionnalisée est grand vecteur d'information sexuelle. Et justement, une partie, sans rentrer trop dans la philosophie de la chose, mais un grand problème de cette situation, c'est que l'éducation à la sexualité ou l'éducation institutionnelle est très instrumentalisée. On a dans notre contexte néolibéral, on voit l'école démocratique comme vecteur de valeurs et de changement social désiré. Donc, pour plein de sujets, avec cette philosophie ou cette croyance fondamentale que l'information mène directement et sans ambiguïté au bonheur, à l'épanouissement, au changement, à valeur. Et ce qu'on voit dans les recherches en sciences d'éducation et sociologie d'éducation, c'est qu'en fait, les groupes de pairs, les familles, le contexte social, enfin, toutes ces choses-là ont beaucoup plus d'impact, bien sûr, sur les valeurs et les pratiques, et que l'information, surtout en matière sociale, l'information ne mène pas directement ou automatiquement aux pratiques, au changement de pratique. Donc ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont très bien informés. Bon, ça dépend du contexte, mais que les jeunes sont plutôt bien informés sur plein de choses, sans que ça mène à un changement de pratique, justement. Donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est que... finalement, l'éducation qui, en tout cas institutionnalisée, a peu d'incidence sur la formation des scripts sexuels, des comportements et de l'intégration d'un certain nombre de normes chez les jeunes. Ça fait justement partie du problème, c'est qu'on procède à une éducation au consentement à la fois en milieu scolaire, mais aussi par des campagnes publiques ou en matière de santé publique, et on voit aucun changement significatif dans la réalité des violences sexuelles et sexistes. Ce n'est pas que la faute, bien sûr, de l'éducation, mais ce n'est pas en tout cas un instrument comme on le souhaite. Qui fonctionne. Et alors, et justement, pour la raison qu'il y a un
déjà un décalage entre les pratiques réelles des gens, tous ces codes indirects, non-verbales, etc. Et à la fois un décalage avec un système de genre, enfin une réalité de rôle de genre qui est toujours un peu décortiquée avec l'optique de mettre en avant une réalité égalitaire, idéaliste dans l'école démocratique, ce qu'on veut. On nie en fait la réalité du contexte. Donc il y a toujours cette décontextualisation du genre et décontextualisation des pratiques réelles. Pratiques, très bien. Et du coup, je me demandais, étant donné qu'il semble que l'éducation institutionnelle fonctionne assez mal, même si c'est que ces consentements essayent de remédier à tout ça dans ces pratiques. Mais du coup, quels seraient, selon vous, les leviers d'action en fait, pour remédier à ça, pour agir? Alexia, même pas forcément en rapport avec tes travaux de thèse, mais est-ce que instinctivement il y a quelque chose, un espace en fait où l'assimilation de ces scripts fonctionne mieux, se fait mieux que dans le cadre institutionnel? Dans mes entretiens, les personnes qui vont adopter des scripts alternatifs, donc plus traditionnels, avec ne plus prendre les scripts traditionnels, mais plutôt opter pour une modification de ces scripts vers des scripts que j'appelle alternatifs, parce que je n'ai pas forcément d'autres mots, mais d'un consentement qui elle va être beaucoup plus explicite, beaucoup plus en fait, qui va se rapprocher de la définition que vous donnez du consentement, donc qu'il soit enthousiaste, enjoué, voilà. C'est plutôt des personnes qui vont être déjà dans des relations queer, dans des relations et voire même dans une politisation vraiment queer, parce que les personnes qui sont juste, entre guillemets, dans des relations non hétérosexuelles ne vont pas forcément porter non plus un discours politique ou un discours... vont avoir tendance à reproduire l'hétéronormativité même dans leurs relations non hétérosexuelles. Un rapport actif au consentement. Oui, non, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, c'est que finalement, cette modification des scripts qu'on reçoit, elle ne peut se faire que dans un rapport actif et politique à cette chose-là, une forme de déconstruction volontaire. Et puis aussi, il faut qu'il y ait une certaine logique et une certaine adhésion avec le fait que modifier ces pratiques apportera quelque chose de mieux. Si on n'a jamais été confronté, par exemple, à des violences sexuelles, si on n'a pas en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette question-là de calcul un peu d'intérêt de telle pratique marche. Pourquoi j'irais la modifier? D'autant plus que j'ai l'impression qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui ressort dans mes entretiens, c'est cette volonté d'éviter à tout prix un embarras. Et c'est il y a un sociologue qui s'appelle Erving Goffman qui parle de ça, et qui parle de ça en fait dans les situations, dans les interactions sociales quotidiennes, dans les discussions. Ce qu'on veut à tout prix, c'est qu'il n'y ait pas de blanc, qu'il n'y ait pas d'ange qui passe. Et dans la sexualité, il y a vraiment cette volonté-là aussi de tout faire pour ne surtout pas mettre l'autre mal à l'aise ou ou se mettre soi-même mal à l'aise. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette volonté-là de prendre des scripts qui sont déjà hégémoniques, qui sont majoritaires dans la société, pour justement éviter le malaise et faire que tout se passe de manière linéaire. Et quand justement une personne, donc quand il y a tous ces éléments d'un script où on pense que ça va déboucher sur une relation sexuelle, et qu'une personne rompt le script en disant non, par exemple, ou en s'extrayant, en s'enlevant du script, les personnes, et notamment des femmes, ont pu me dire que l'une des choses qui les empêchait, ou en tout cas qui leur rendait plus difficile le fait de dire non, c'est la peur de mettre mal à l'aise l'autre, et surtout que ça
amène une discussion où elle se retrouve en position de devoir en plus rassurer l'ego, enfin rassurer les émotions reliées à le fait de refuser une relation sexuelle. Ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Enfin, tous les enjeux en fait relationnels qu'il y a aussi, c'est ça que peut-être que c'est ça qui est compliqué dans l'éducation au consentement, c'est qu'on prend rarement l'importance des liens relationnels dans les contextes sociaux, et que les personnes sont en interaction, ont des intérêts ont des il y a d'autres choses. En fait, la sexualité n'est pas complètement pure. Il y a d'autres choses qu'elle soutient. La sexualité vient soutenir des relations affectives, et donc c'est peut-être ça qu'on a tendance à moins prendre en compte dans l'apprentissage. Et puis aussi le fait que l'apprentissage est quand même hyper hétéronormatif encore. Donc il y a une reproduction aussi, quoi. Merci beaucoup. Lydia, tu veux réagir? Peut-être que tu peux me répéter la question, parce que je pense que je suis un peu perdue dans le... Alors, la question, c'était on est parti des leviers d'action. Ah oui. Alors, c'est une grande question très, très complexe, et sans être trop cynique, je pense que c'est quelque chose qui se fait vraiment au long terme, par génération. Comme tout type d'éducation, on voit les résultats une génération après. Je parle d'éducation dans un sens large, pas forcément par l'école. Pour moi, l'élément manquant, enfin, il y a deux choses. Je pense que c'est vraiment la place du genre dans tout ça. C'est-à-dire que ce que tu décris, Alexia, par exemple, toutes les pratiques, les stratégies qui sont mises en place pour éviter un non-consentement sont très élaborées dans les recherches par des femmes, donc par peur d'embarrasser, par peur d'être larguée, par peur que si je dis non, mon partenaire ne va pas m'écouter, il va me forcer et ça va finir dans une violence. Donc on voit que le consentement est aussi employé comme un outil de détourner une violence, alors que ce qui se passe est en vrai une relation non consentie, mais avec un oui, mais non désiré, et les effets psychologiques sont les mêmes que pour un rapport consenti. Donc je pense que c'est quelque chose, il ne faut pas oublier la place du genre dans tout ça, c'est-à-dire que tout ce qui est affectif, de l'ordre affectif dans une relation hétérosexuelle, est extrêmement genré aussi, toutes ces pratiques-là d'éviter et une économie d'échange où j'échange une disponibilité à mon corps pour une relation affective, pour quelque chose de mon partenaire masculin, etc. Donc il y a à la fois un ancrage et une déconstruction de la place du genre dans ces scripts sexuels. Et deuxièmement, pour moi, d'une manière plus conceptuelle, il y a le problème lié au mot consentement et à tout ce qu'on renvoie à ce mot, qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire à la fois ses origines juridiques et contractuelles, qui sont en décalage avec les pratiques, comme on a expliqué, qui est plutôt une négociation qu'un contrat. D'accord. Il y a aussi toutes les difficultés liées à les plusieurs niveaux cognitifs et de représentation en échange entre plusieurs niveaux. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on parle parfois du consentement comme l'intention d'avoir un rapport, mais aussi comme la communication de cette intention, ou les deux. C'est un sentiment interne ou une pensée, un choix interne, intrapersonnel à l'intérieur de moi, ou c'est un comportement externe entre moi et un partenaire, ou c'est envers mon partenaire, envers moi, ou tous les trois, ou les deux. C'est très flou, en fait. Oui, c'est extrêmement ambigu, et on alterne souvent en discutant du consentement entre ces trois niveaux. Alors que, selon la loi, il n'y a que la communication explicite qui compte. Sauf qu'on sait que un rapport, encore une fois, non désiré mais consenti, a les mêmes effets psychologiques, etc. Donc voilà, il y a plusieurs difficultés conceptuelles quand le consentement devient ce qu'on appelle en philosophie le signifiant et le signifié.
c'est-à-dire la chaise et aussi l'idée de la chaise derrière. Dans les discours officiels, on est souvent perdu dans ça, surtout le fait qu'on est obligé de mettre en avant une vision très simpliste de le consentement. Ce n'est que la communication explicite, parce que c'est ça qui est tangible, oui, qui est quantifiable, qui est légifiable. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est le mot, mais bon, vous comprenez. Donc, il y a cette simplification, c'est oui ou non. Et on sait que la réalité, c'est que la majorité des expériences sexuelles, surtout pour les jeunes femmes, sont ambivalentes, sont mélangées, sont une expérience émotionnellement haut et bas, montagne russe, etc. Et donc, quand on cristallise les choses dans une binarité de oui et non, et on dit aux jeunes, allez-y, vous dites oui, et ça, oui, ça veut dire oui, non, ça veut dire non, allez-y, il y a un problème parce qu'il y a un décalage avec nos sentiments, nos pratiques. Voilà. Mais en place du oui ou non, qu'est-ce qu'on peut, j'ai pas trop de réponse à la question. Qu'est-ce qui pourrait exister et qui ferait office de consentement c'est vrai éclairé. En tant que sociologue, on est plus dans la diagnostic du problème et pas vraiment dans les solutions, malheureusement. Donc, d'accord, merci. Voilà, c'est complexe, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même aussi. Et j'ajoute, alors je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et j'ajouterais juste que le fait d'être dans une communication explicite ne veut pas forcément dire que ça efface l'ambiguïté qu'on peut ressentir, et on peut tout à fait simuler un consentement explicite sans en avoir envie. Donc en fait, l'expression du consentement ne vient finalement rien dire de l'envie. Enfin, n'est pas forcément toujours en accord, c'est ça. Donc bon, ça règle pas du coup malheureusement le consentement explicite, selon moi, et je pense que tu le partages, ne règle pas forcément la question des violences. Et je voulais dire autre chose. Je sais plus. Le temps que tu retrouves ton idée. Moi j'avais juste envie de vous poser une question. Juste à partir de ça, en fait, de ce consentement, pour le coup, implicite, dont vous avez toutes les deux parlé à plusieurs reprises à propos de la place du genre dans les scripts sexuels. Et il me semble que peut-être on pourrait aussi interroger quelle est la place de ce consentement implicite masculin, et est-ce qu'il y a l'espace pour la masculinité d'interroger, en fait, ce consentement qui fait partie, doit faire partie dans les scripts sexuels, si j'ai bien compris, de leur identité. Tout à fait. Enfin, comme tout système de domination est à la fois nocif pour les dominés comme pour les dominants, comme on dit, il y a aussi le fait que le consentement masculin est implicite et fait donner parce que les hommes sont toujours désirants et bien sûr problématique pour la construction d'un discours nuancé sur le consentement et le désir masculin, bien sûr. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu oui, à la très question. Bien, merci beaucoup. Les personnes l'ont intériorisé aussi, puisque les hommes cisgenres que je vais interroger sont... des fois, je pose la question de est-ce que... je suis pas sûre qu'il marche. Ah, si. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser une relation sexuelle ou d'avoir une relation sexuelle que tu ne désirais pas? La majeure partie des hommes vont me dire ouais, peut-être une fois. Il y a vraiment, et ça veut pas dire que ils sont tout le temps désirants. Ça veut dire que leur rationalisation, leur explication des situations, ils se considèrent comme tout le temps désirants. Donc du coup, ils sont toujours partants. Enfin, il y a pas de, mais disons que, ce que je veux pas qu'on puisse mal interpréter ce que je dis, mais c'est que ça veut. Il n'y a pas de place, ou en tout cas, on ne leur apprend pas non plus à réfléchir à ces relations sexuelles consenties mais non désirées. Les femmes, maintenant, j'ai l'impression, ont vachement plus compris qu'il y avait ces enjeux de pouvoir-là qui se mettaient en place. Mais il manque encore ce discours du fait qu'il peut y avoir
consentement non désiré chez des hommes aussi, et aussi dans des relations non hétérosexuelles. Et ça, les campagnes de prévention en parlent très rarement. Il y a, dans les toilettes, là, il y a marqué une femme je sais pas, n'est jamais contente quand on se frotte à elle, un truc comme ça, et une personne a barré et a marqué personne n'est jamais content. Ouais, et effectivement, en fait, le consentement, voilà, c'est. Et puis, je pense que ça contribue aussi, cette partie du script traditionnel dans lequel les hommes sont toujours désirants, ça contribue aussi à des phénomènes de violence ou à des phénomènes de sexisme, parce qu'on considère que, enfin, on reproduit le script pour les jeunes hommes, pour les garçons, que si tu es toujours désirant et dans cette optique-là, tu es toujours dans la conquête de l'expérience sexuelle. Donc, tu fais tout ce que tu peux pour l'obtenir. Manipulation, coercition, agression, etc. Ce qui devient normalisé, naturalisé dans le fait où tu as ces pulsions-là. Tu n'arrives pas à les contrôler, tu ne devrais pas. Tu fais ce que tu peux pour obtenir cette satisfaction à ce désir constant. Et du coup, ça crée, ça rentre dans le même cycle vicieux, à mon avis. Merci. Alors, j'ai une dernière question et puis ensuite, on va conserver un petit peu de temps, une dizaine, 10-15 minutes, pour les questions de la salle qui, j'en suis certaine, sont nombreuses. Et donc, je voulais vous demander, peut-être ça s'adresse plutôt à toi, Alexia, il me semble que c'était une question qui rentre directement en relation avec le thème de l'événement de ces 2 journées. C'est le rapport, en fait, le rôle de la fiction, des imaginaires culturels dans l'institution de ces scripts sexuels, dans la représentation du consentement. Alors, parce que personnellement, et encore une fois de manière assez intuitive, j'ai l'impression que la représentation, qu'elle soit médiatique, cinématographique et également littéraire, en fait, des pratiques sexuelles, reproduit ce fameux script, comment tu l'appelais, le script traditionnel. Enfin, et donc, qu'est-ce que vous pensez finalement de la responsabilité de la culture, de la fiction, des imaginaires culturels, en fait, dans ces apprentissages? Je pense que les médias sont à la fois producteurs et reproducteurs, c'est-à-dire que c'est une réflexion des scripts qui existent dans les familles, entre les jeunes, entre les gens, et aussi, il y a du bas en haut et du haut en bas, donc dans les deux sens. Donc pour moi, c'est pas très évident de dénouer ça, surtout que les médias sont aussi le produit des gens, enfin c'est des gens qui produisent tout ça au final, donc pour sortir de ça, je sais pas, je me sens pas en mesure de dire, mais c'est vrai qu'en tout cas c'est un facteur très important dans l'apprentissage des scripts, et la représentation de ça compte dans les médias. Après, il y a la question de la réception aussi. Qui va, par exemple, là par exemple ici, les personnes qui sont dans la salle sont sûrement des personnes qui sont déjà intéressées par cette question-là du consentement, intéressées pour venir parler de consentement, et qui se sentent peut-être concernées aussi par cette question-là. Et donc voilà, c'est les représentations un peu plus féministes, ou en tout cas alternatives de certains modes plus explicites du consentement, tout ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même restreint à des... Bon, hier, par exemple, Sex Education a été mentionné. Tout le monde ne regarde pas... C'est pas passé au stade de série ou de film mainstream, en fait. Enfin, peut-être un peu Sex Education avec la pop culture... Enfin, mais voilà, il y a la question de cette réception et de qui a accès et de qui va chercher ces contenus qui proposent des choses alternatives. Mais comme tu disais, par contre, ce qui est sûr, c'est que un levier ne pourra pas faire seul ce boulot-là de changer des pratiques, quoi. C'est vraiment... Il faudrait, à mon sens, très idéaliste, il faudrait juste
qu'il y ait une destruction totale du patriarcat, du capitalisme. Enfin voilà, pour que vraiment il y ait quelque chose qui puisse bouger. C'est ça, parce qu'un renversement féministe total me paraît compliqué dans ces conditions-là, mais on peut essayer. Mais on peut y rêver. Alors merci beaucoup à toutes les deux.